Anne Dulphy est professeure d'histoire contemporaine à l'école polytechnique. Vous êtes auteur de Entre la France et l'Espagne, l'Algérie des pieds noirs, et vous avez co-organisé avec Olivier Dard, qui est professeur à la Sorbonne, un ensemble de 2 colloques sur les mouvements de population consécutifs aux indépendances, intitulés Déracinés, exilés, rapatriés, point d'interrogation. Et donc les actes de ce colloque ont été publiés en 2020, et le prochain colloque, donc s'organiser, transmettre et mettre en récit, doit paraître très prochainement, donc avant la fin de l'année. Voilà, donc je laisse la parole à Madame Dulphy. Bien, bonjour à tous. Alors en 2022, dans quelques mois, il y aura 60 ans que s'est refermée la séquence historique ouverte en 1830 par la conquête d'Alger. La rupture de 1962 a donc fait de l'Algérie française une île chronologique, une sorte d'Atlantide, dont ceux qui l'ont connue sont devenus des provinciaux sans province, comme l'a dit un des témoins interrogés par Hubert dans un livre précédent, c'est-à-dire sans sol, pour ancrer leur mémoire. Et vous le savez bien, l'identification des Français d'Algérie est elle-même liée à cette dépossession. C'est en fait une fois qu'ils sont arrivés dans l'Hexagone, qu'ils ont pris conscience de leur existence en tant que groupe, par-delà leur diversité que Hubert évoquait, et ne pouvant plus se dire d'Algérie, ont repris à leur compte l'appellation péjorative dont ils avaient été affublés. Et Jean-Marie Blas de Robles parle dans son roman de 2017, dans l'épaisseur de la chair, d'un étendard de détresse à propos de cette formule pied noir. Il dit « Il en va des pieds noirs comme des Byzantins, ils n'ont existé en tant que tels qu'une fois leur monde disparu. » Autrement dit, c'est ce que les sociologues, les psychologues appellent une identité collective négative. C'est un concept qui a été forgé par le sociologue Michel Vievorka, c'est-à-dire avant tout défini par sa destruction, par sa dissolution. Et la question qui est finalement au cœur de notre entreprise, c'est de se demander comment lui donner un contenu positif et comment la transmettre. Alors, la rencontre organisée par le CDHA en 2017, à laquelle je participais déjà, s'était justement interrogée sur la difficile transmission intergénérationnelle de l'identité pied noir, sur les obstacles qu'il explique, sur les moyens de la surmonter. Cette rencontre, telle que je l'ai perçue, telle que Hubert, vous venez de la présenter, va plus loin à un double titre. D'abord, vous l'avez dit, elle se centre sur l'héritage lui-même, sur la trace laissée et sur ce que les descendants en font ou pas. Et c'est d'ailleurs sur cette trace que je vais m'arrêter moi-même. Et d'autre part, autre évolution, en s'élargissant à tous les déracinés d'Algérie après 1962, c'est-à-dire aussi bien les pieds noirs issus de Français de métropole, mais aussi d'immigrés venus pour l'essentiel de la moitié orientale du bassin méditerranéen, dont la francisation progressive et massive a découlé de la loi de naturalisation de 1889 et de l'efficacité du processus assimilateur. Les Juifs, d'autre part, issus de communautés implantées depuis l'Antiquité, renforcées par divers apports, notamment du XIIIe au XVIe par des arrivants venus de France ou d'Espagne et du Portugal après l'expulsion, mais aussi de quelques Alsaciens et Mosellans juifs après l'annexion. Et on sait que l'annexion de ces Juifs autochtones à la citoyenneté française a remonté à 1870 grâce au décret Crémieux dont la commémoration est faite actuellement, ou à 1962 pour les Juifs du Bzab et du Sud. Mais néanmoins, je pense que c'est une question importante puisque l'exode est similaire. Très peu de Juifs d'Algérie se sont dirigés vers Israël, puisque l'identification pied noir est aussi consécutive à l'exode. Je me suis interrogée sur la raison qui conduisait à isoler systématiquement l'exil juif. Ça m'a semblé quelque peu mettre une sorte de filtre communautaire sur une réalité plus complexe. J'ajouterais, incitée par Anne-Marie, à souligner le fait qu'il y a des personnes, dont je suis,
issus de mélanges entre ces communautés, à un double titre dans mon cas, et que donc je suis un peu déstabilisée par ce choix. Ou du moins, il me semble être matière à débat. Les harkis, donc enfin, ce terme qui désignait initialement la catégorie la plus nombreuse de supplétifs, englobant tous les musulmans civils et militaires au service de la France. Et on le sait bien, lorsqu'ils relevaient du droit local avant 1962, leur nationalité française a été conditionnée à une déclaration recognitive, comme on l'appelait, à effectuer avant mars 1967. Autrement dit, des fils historiques spécifiques, même s'ils relèvent de cette trame commune que constitue la période française en Algérie, des destinées différentes à l'arrivée dans l'Hexagone, à l'évidence pour les harkis, qui laissent augurer donc de réponses singulières à la question posée par ce colloque. Et le programme de cet après-midi, on vient de le dire, va dans ce sens. Une histoire, 3 exils, 3 mémoires. Je vais à l'occasion moi-même dans ce propos faire de même en suivant différentes traces, en les illustrant par différents exemples, mais un des enjeux de nos échanges de la journée me paraît être de dépasser l'écran communautaire et de discerner convergence et divergence entre les parcours. L'écoulement du temps, c'est une évidence, rend plus urgente que jamais la conservation et l'appropriation des traces de ce passé résolu. Et en effet, comme le dit crûment Jean-Marie Blas de Robles, bientôt, il dit dans son roman, il y aura un dernier pied noir, comme il y a eu un dernier des Mohicans. Et il aurait pu dire un dernier harki de la même manière. Par conséquent, les petits-enfants actuels sont les derniers à être en contact avec les acteurs de cette histoire, à pouvoir recueillir leurs témoignages, à mesurer l'intérêt des souvenirs matériels et familiaux dans la conservation d'une mémoire, parce qu'ils ont été peu ou prou baignés dans ce bain, sans être nés en Algérie. Plus encore sans doute que les enfants qui ont voulu tourner la page, mais que la maturité peut conduire à s'interroger sur leurs origines, à renouer avec elles. C'est sans doute les jeunes descendants qui sont le trait d'union décisif entre un passé historique et mémoriel et la persistance de ces traces dans l'avenir. Ceux qui ont vécu l'exil de 1962 ont eu bien des manières de laisser une trace, et les jeunes générations de se positionner par rapport à ce qu'on peut appeler un drame ou une histoire vécue par ascendants interposés. Et donc dans ce propos liminaire, qui n'a d'autre prétention que de lancer les échanges, je me propose d'explorer, somme toute, certaines traces possibles, les mots et les textes d'abord, les images, les objets et les sons, ensuite, la recherche mémorielle et historique, enfin, en faisant attention au temps qui s'écoule néanmoins. Alors, les mots d'abord. Dans Maman la Blanche, qu'il publie en 1981, qui est son premier écrit sur l'Algérie, Alain Vircondelet relève que d'ici quelques décennies, et je le cite, il ne restera rien d'autre que ce livre pour témoigner, comme une archive poussiéreuse, de ces petits faits, de ces bricoles banales qui n'ont pas fait le monde, mais qui ont fait mon histoire. Les mots, les écrits, permettent donc, et nous le savons bien, soit de laisser une trace, soit de la suivre ou de la faire sienne. Et un corpus très fourni relevant de l'expression littéraire, qu'il s'agisse des autobiographies, des chroniques, des récits romancés, des fictions, l'atteste. Auteur d'une étude pionnière sur l'écriture pied noir, et elle y inclut naturellement, sans les différencier, les auteurs juifs, Lucienne Martini a ainsi listé autour de 230 livres entre 1962 et 1995. Non seulement aucune évaluation quantitative n'a été faite depuis, mais tous les textes n'ont certainement pas été recensés, même si le CDHA s'attache à les collecter, car en fait un grand nombre a été et est toujours imprimé en auto-édition ou publié à compte d'auteur.
C'est donc sur la trace écrite pied noir au sens large que je vais me concentrer dans ce premier temps de mon propos, sans mésestimer pour autant les vocations littéraires de l'exil harki. Les productions culturelles de leurs descendants se sont en effet multipliées, en particulier au cours des 2 dernières décennies, que l'on songe par exemple au roman autobiographique Mose de Zahia Rahmani en 2003, ou à L'art de perdre, évidemment, d'Alice Zéniter en 2017, prix Goncourt des lycéens, entre autres récompenses. Alors, plusieurs séquences d'écriture pied noir peuvent être dégagées par les contenus et les modalités de publication. Et en ce sens, donc, à certains des temps que nous allons évoquer, c'est un peu ce qu'Hubert disait, c'est-à-dire les traces laissées par des gens qui n'existent plus, mais qui peuvent être néanmoins des traces intéressantes pour aujourd'hui. Et justement, une évolution globale des motivations des auteurs est perceptible au fil des décennies, même s'il est sans doute très artificiel, hein, j'en ai conscience, de gommer la diversité des raisons qui ont conduit à mettre l'Algérie française en mots. On ne peut pas, à l'évidence, rapprocher l'œuvre de création littéraire d'un écrivain avec l'acte qui consiste à coucher sur le papier des souvenirs personnels ou familiaux et à tenter de leur donner une certaine pérennité. Mais pour autant, on peut quand même discerner des séquences dont les unes relèvent plus que les autres de la trace. Alors d'abord, dans les années 60, la priorité n'a justement pas été de laisser une trace pour l'avenir, mais plutôt pour les auteurs de faire face, de témoigner face à l'indifférence, face à la suspicion générale. Marie-Elbe l'a dit plus tard, je la cite, « Raconter notre histoire m'a permis en quelque sorte d'expulser ce nœud qu'il y avait en moi depuis le départ. » C'est donc une démarche qui est avant tout une démarche personnelle. Mais ces textes, soulignons-le aussi, ces textes d'expression littéraire sont relativement rares par rapport à ce qui est surtout publié à l'époque, c'est-à-dire les essais politiques. Seuls quelques journaux, quelques témoignages et récits romancés scandant ce temps de la révolte et de la rumination. Les titres parlent de perte, de souffrance, de mort. Les textes évoquent essentiellement ce qu'on appelle à l'époque les événements et l'exode, avec conviction militante, douleur, révolte passionnée. Et cette violence polémique du style, la difficulté littéraire aussi à rendre compte sans lourdeur de la tragédie vécue sous les habits de la fiction, et cette difficulté pour l'auteur a été relevée par exemple par Jean Brune dans la préface de son dernier livre sur l'Algérie, Interdit aux chiens et aux Français, où il dit que finalement il a conscience que son œuvre est lourde parce qu'elle se veut tout autant démonstrative en quelque sorte que littéraire. Ces deux caractéristiques donc ont confiné la réception de ces textes dans une France qui avait tourné la page de l'Algérie française. Et donc pour toutes ces raisons, il s'agit d'une forme de littérature de l'entre-soi que la belle formule le bel intitulé d'un article de Benjamin Stora, « La solitude des incomprises », caractérise très bien compte tenu du nombre important de plumes féminines. Preuve de cet écho essentiellement communautaire et restreint dans le temps, et là je crois qu'il est donc difficile de parler de traces, hormis pour les historiens qui relisent ces textes avec grand intérêt comme des témoignages, le fait qu'un seul de ces livres, Et à l'heure de notre mort de Marie-Elbe, paru en 1963, a été réédité. En 1992, la couverture, un quai, une foule, des couleurs, à la place de la couverture initiale, en noir et blanc, une femme en pleurs et son mari regardant du bateau la côte qui s'éloigne. Certaines modifications du texte aussi, remplaçant le terme Félaga par FLN, et bien tout cela retirant à cet ouvrage son agressivité pour simplement, et je cite la 4e de couverture, donner la parole au pied noir. Et donc là, finalement, on entre dans l'idée de trace à une époque où celle-ci apparaît vraiment. Dans l'intervalle, c'est ta deuxième séquence, c'est-à-dire dans les années 1970-1980, les textes des Pieds Noirs ont été somme toute peu lus.
Alors même que les Pieds-Noirs ont beaucoup écrit justement pour faire trace, pour faire mémoire de l'Algérie française. Et leur double objectif nous concerne directement aujourd'hui. D'une part, leur but a été de conserver une forme d'existence à ce que Louis Martinez a appelé l'Éden englouti, Jean-Pierre Milquan l'Éden perdu, grâce aux mots qui sont devenus en quelque sorte un territoire sanctuaire. D'autre part, leur objectif était aussi de surmonter les préjugés dévalorisants qui tendaient à les amalgamer au système colonial en retraçant ce qu'ils avaient vécu, c'est-à-dire une histoire de l'intérieur, du quotidien. Mais ils se sont heurtés à la persistance d'un refoulement national collectif, ce que l'historien Henri Rousseau a appelé la phase d'amnésie du cycle mémoriel relatif à l'Algérie. On distingue deux types d'auteurs à cette époque, une minorité de plumes connues, Geneviève Baylac, Marie Cardinal, Emmanuel Robles, Alain Vircondelet, que j'ai déjà mentionné, etc., qui ont célébré le pays de leurs racines, et puis une grande majorité d'inconnus qui ne sont généralement pas parvenus à trouver un éditeur classique pour leur écrit mémoriel, généralement unique, véritablement des souvenirs, et qui se sont alors tournés vers des procédés coûteux, l'édition à compte d'auteur, et qui procédés peu propices à la diffusion. C'est d'ailleurs à cause de cette exclusion du circuit éditorial que plusieurs fondateurs du cercle algérianiste ont fondé en début 1978 les éditions de l'Atlantrope à Versailles pour justement essayer de donner une diffusion à ce type de texte. Mais on le voit, pour ce qui nous concerne, l'idée de trace écrite de conservatoire est désormais centrale, avec une fonction surtout personnelle et communautaire. Qu'il s'agisse d'auteurs connus ou inconnus, les titres parlent de nostalgie, c'est-à-dire dans une acception médicale du mal du pays, de dépérissement causé par un désir violent de retourner dans une patrie. Vous le savez, c'est sur cette base que le mot nostalgérie a été forgé par le poète Marcello Fabbri durant ses années à Paris après la Première Guerre mondiale, et que le terme nostalgérie a été repris en 1971 par le docteur Gaston Guignon dans son ouvrage d'études psychologiques sur les Pieds-Noirs. Nostalgérie signifie ici cristallisation mémorielle. Et on le sait, la mémoire est faite de souvenirs que le passage du temps a poli et reconstruit. Elle revendique donc avec affectivité et passion l'authenticité du vécu. Elle est à la fois individualisée et communautaire, puisque c'est à travers une mémoire collective qu'un groupe prend conscience de son existence. Autrement dit, ne découle pas de la nostalgérie en soi les implications idéologiques qu'on a parfois voulu lui conférer, mais c'est une trace qui reste tournée vers le passé. Or, elle caractérise les textes de ces nombreux auteurs sans notoriété, pour l'essentiel des autobiographies ou des portraits des ancêtres pionniers. Bien qu'écrits à la première personne et intimistes, les récits de vie, les autobiographies, les souvenirs d'enfance, lorsqu'on les parcourt, ou du moins lorsqu'on en parcourt certains, parce que je ne prétends pas tous les avoir lus, se révèlent finalement très semblables les uns aux autres, et c'est en cela qu'ils sont aussi intéressants pour nous, dans leur description d'une existence simple et banale, avec ses petits bonheurs quotidiens, dans leur référence aux valeurs communes, au groupe, dans leur restitution d'une ambiance. On peut dire, dit Lucienne Martini, on peut dire de tout Pieds-Noirs autobiographe qu'il représente d'une certaine manière tous ses compatriotes. Il n'écrit pas sa vie, mais celle d'un Pieds-Noir. Et c'est donc, par-delà la déchirure de 1962, la sauvegarde d'une identité collective qui s'opère par la mise en exergue de ces trajectoires individuelles. De même, les écrits biographiques ou romancés consacrés aux ancêtres venus de métropoles ou du bassin méditerranéen s'installer en Algérie au XIXe siècle relatent une même trajectoire. Et substituer aux colons, la figure du pionnier rend donc compte de ses origines faites de déracinement initial, de goût du risque, malgré ou à cause du dénuement, de travail persévérant, de manière à pouvoir s'enraciner. En cela, pour ceux qui l'écrivent, ce récit pionnier, c'est à la fois un modèle et une source de légitimité, quel que soit le débat que la notion a pu faire au plan historiographique.
C'est une notion qui en fait traduit le traumatisme historique qu'a été la perte de la terre des pères. Et à cet égard, on peut noter que des écrivains critiques vis-à-vis du système colonial né en Algérie, comme Jules Roy ou Marcel Moussy, ont publié des ouvrages rendant hommage aux ancêtres, qu'ils montrent comme doublement leurrés, parce qu'écrasés d'épreuves, alors qu'ils croyaient avoir atteint la terre promise, selon le titre de l'ouvrage de Marcel Moussy, Arcole ou la terre promise, et puis aussi de bonne foi face aux révoltes locales, parce qu'ils ignoraient les modalités d'attribution des terres. Pour l'essentiel, néanmoins, cette deuxième séquence d'écriture pied noir est marquée par la mélancolie de qui n'a pas fait son deuil, et la trace laissée, je le redis, est restée tournée vers le passé. Elle n'en constitue pas moins, je pense, un riche matériau mémoriel à la disposition des descendants qui peuvent l'aborder avec des interrogations historiques. Et dernière séquence, depuis le milieu des années 80, en revanche, grâce à la résilience facilitée par l'écoulement du temps, grâce aussi à l'expression des jeunes générations, rapatriés enfants ou nés dans l'Hexagone, les mots font vivre la mémoire en la questionnant. La trace est vivante. Pour les plus âgés, comme l'a dit Louis Martinez, le temps apporte une distance, dit-il, qui permet de regarder le tragique en gardant l'esprit critique. Pour les plus jeunes qui prennent la relève, eh bien faire ce qu'ils ont appelé la biopsie de la mémoire du père, c'est à la fois une manière de faire amende honorable par rapport à ce père qu'ils ont rejeté avec une certaine violence et un certain manichéisme dans le jugement qu'ils ont un temps porté sur lui. Et puis c'est d'admettre que la réalité a été plus complexe, qu'historiquement elle a été plus complexe. Et donc l'invention narrative leur permet d'opérer une reconstruction avec une vraisemblance suffisante pour espérer toucher à la justesse de cette histoire. En fait, c'est surmonter, ils l'ont dit, ils en ont témoigné, surmonter le refoulement d'origines qui ont été un temps taxés d'illégitimité à cause de la colonisation, l'ombre portée de la colonisation, partir à la recherche d'une terre qui, disent-ils, vit dans leur esprit et d'une histoire qui circule dans leurs veines, presque à leur insu. Et au fil de ces quelques dernières décennies, une première évolution a consisté à tirer le fil historique en deçà de l'exil originel, dépasser, si vous voulez, le premier homme de Camus, et montrer que finalement l'histoire de l'Algérie française s'inscrit dans une histoire plus large, tant nationale que méditerranéenne, par les migrations initiales. L'explosion concomitante des recherches généalogiques, d'ailleurs, procède de la même démarche qui permet aux descendants de s'étayer sur une lignée et aussi de se projeter dans l'avenir, tout en revendiquant un lien avec l'Algérie. Deuxième évolution, les souffrances causées par la guerre d'Algérie occupent une place accrue, alors que jusqu'à présent, finalement, elle était assez peu présente dans ces textes, ou du moins, elle n'avait pas une place prédominante, pour être plus exact. Et plusieurs auteurs les évoquent pour la première fois à la hauteur des enfants qu'ils étaient, soit enfants qui l'ont vécu avant 62, lorsque ce sont des écrivains qui sont nés avant 62, soit qui en ont vu les traces après 62, lorsqu'ils sont nés plus tard. Ces écrivains qui ont assisté au désarroi de leurs parents, en ont porté le poids, le restituent avec finesse et par la médiation d'une fiction dénuée d'intention démonstrative, la rendent audible dans un contexte où la colonisation et la guerre d'Algérie font un retour en force. Henri Rousseau a parlé d'hypermnésie de l'Algérie et de la guerre d'Algérie. Il s'empare aussi du thème universel de l'exil, et c'est d'ailleurs le mot qui est au cœur du programme de cet après-midi, en rappelant la froideur de l'accueil métropolitain, les difficultés de la réinsertion, le désespoir des plus âgés, que certains disent déplantés, avec une formule assez forte. Comme Anne-Lise Roux, qui est née en 1964, dans La solitude de la fleur blanche, ils rendent la voix à ce que, je la cite, aux millions de retoqués coloniaux ficelés dans le silence, car nés du mauvais côté de la barrière, dans le camp des colonialistes. Ils disent enfin, et je pense que c'est un aspect très important qu'on a tendance à minorer, le fardeau que l'absence omniprésente de l'Algérie a été pour eux,
Ce qui a conduit Anne Cibran à adapter en bande dessinée, là-bas, son roman Bleu Figuier, ainsi qu'elle l'explique dans l'Incipit. Elle dit, je la cite, « Tu disais, là-bas, c'est tellement beau, c'est impossible à dire, faut y avoir été. Mais moi, je n'étais pas encore née. Si bien qu'à force, je me suis inventé un Alger pour te suivre pas à pas quand tu racontais ton histoire. J'ai mis mes images sur tes mots. » Et il y a donc un album dont les fonds monochromes reflètent la tonalité des pages, donc qui varient selon les pages, et seules celles qui se situent ou qui parlent d'Algérie sont jaunes comme le soleil. Et en soi, c'est quelque chose, je trouve, de très frappant. Donc vous le voyez, désormais, la narration et la fiction existent en tant que telles, et non au service d'une cause, d'un plaidoyer ou d'une remémoration mélancolique. La douceur de la terre natale et la souffrance de sa perte continuent à être dites, mais sans nostalgie, sans identification au système colonial, et ces œuvres de qualité, éditées par des grandes maisons, bien accueillies par la critique, les font connaître à un lectorat beaucoup plus large. À ceux qui ont quitté l'Algérie enfant, ou à leurs descendants, qu'elle continue d'inspirer, l'écriture fictionnelle permet à la fois d'explorer la complexité du passé, en rompant avec l'illusion de la conformité du souvenir, de la mémoire, et d'exprimer le lien entre les générations en rendant la parole aux parents et aux ancêtres. Ils espèrent aussi, à l'instar de Loris Chavanette, mais il le dira mieux que moi cet après-midi, contribuer à l'impossible rapprochement entre les deux rives, parce que la littérature est encore le seul endroit où l'on peut rêver de chasser la colère de l'histoire en faisant appel à la beauté du monde. Donc je pense que dans les mots, il y a indéniablement, il y a eu et il y a toujours des traces, et une trace véritablement vivante. Alors, je rassure les organisateurs, les autres traces vont être beaucoup plus rapides et je n'entends pas exploser le temps. Les images, les objets, les sons peuvent être aussi une trace, et laisser une trace, conserver, témoigner, passe également effectivement par l'image qui exhume un monde. Et si l'on étudie les différents beaux livres qui ont été publiés au fil des années, on s'aperçoit que autant les premiers étaient des livres nostalgiques également, où l'image était au service d'un texte mémoriel, autant, à peu près dans les mêmes séquences que les ouvrages que je viens d'évoquer, cette démarche nostalgique s'est estompée au profit d'un désir plus net de conservation et de témoignage. L'objectif est désormais, par l'image, d'œuvrer à un conservatoire imagé justement de la terre et des hommes d'Algérie française à des fins historiques. De manière générale, dans ces livres avec iconographie, la place du texte se réduit, l'image prime, vue aérienne, plans, photos, cartes postales, documents, et vous le savez bien, des collections proposent des albums consacrés à des villes, des quartiers, des rues, de manière justement, disent les éditeurs, à garder une trace d'un pays qui n'existe plus. Des associations Pieds Noirs à base géographique collectent des photographies et les diffusent par bulletin ou par Internet. Des particuliers animent des sites. Il s'agit donc à la fois de restaurer une communauté ancrée dans un espace autour de sa mémoire commune et de la donner à voir, notamment aux descendants. Et je pense qu'à cet égard, l'image qui dévoile un cadre et un mode de vie simple semble aussi le meilleur moyen de prouver à ces derniers, les descendants, l'inanité de l'amalgame entre Français d'Algérie et riches colons, puisque les images montrent bien que la réalité n'était pas telle. Les photos figurent parmi les jalons matériels de la transmission intergénérationnelle qu'il ne faut pas mésestimer, avec les journaux intimes ou les cahiers de recettes de cuisine, etc. Et je remarquais par exemple que l'association Morial, qui a pour objectif de sauvegarder la mémoire et les traditions des Juifs d'Algérie pour en transmettre l'héritage, propose ainsi sur la partie publique de son site une photothèque dans son musée virtuel avec des photos, des cartes postales, des lieux, de scènes de vie, des portraits, et une rubrique gastronomique. Et cette association Morial est partie prenante, je crois d'ailleurs comme le CDHA, d'une réflexion sur la possible création d'un musée du monde séfarade à Paris ou en virtuel, qui rendrait compte de l'histoire et de la quasi-disparition des communautés juives dans le monde arabe, mais aussi de leur culture, de leur mode de vie, etc., de manière à en pérenniser le souvenir dans la communauté juive, mais aussi au-delà.
Et c'est un point important. La pérennisation du destinataire, la question du destinataire plutôt, de la pérennisation de la trace, est effectivement centrale et elle a été levée spontanément devant moi par l'initiative du groupe musical Mosaïque, qui s'appelle Yael Morsano, qui est une jeune chanteuse et clarinettiste. En effet, j'ai été, dans la préparation de cette intervention, j'ai été sensible au fait que cette jeune femme, appuyée sur l'association Transmosaïque, qui vise à éviter la disparition des expressions artistiques de la diaspora, redonne une nouvelle vie à la musique judéo-arabe d'Algérie au travers de deux projets. D'abord un projet qui s'appelle l'Orient Bal et qui vise à recréer l'âge d'or des musicals orientaux des années 40-50 en Algérie et à Paris, recréer aussi donc l'âge d'or des bals, tout simplement, et en montrant comment des chanteurs, des musiciens comme Lili Boniche, Salim Alali ou Maurice El Médioni ont modernisé l'héritage musical andalou et maghrébin en le combinant à des styles musicaux à la mode pour en faire des airs de danse. Et puis elle a un autre projet qui est plus proche de notre centre d'intérêt, même si le premier est une trace, c'est Exil au fond, qui en faisant revivre des chansons d'exil, où après 1962 se conjugue l'amour de la terre natale algérienne et la déchirure intérieure de sa perte, eh bien ce projet veut à la fois sauvegarder une mémoire de l'appartenance juive au Maghreb et souligner l'universalité de la douleur des déracinés. Et à ce titre, par exemple, j'ai été frappée en l'écoutant que la reprise de Alger, Alger, dont le texte en franc arabe parle de la solitude et des tourments de l'exilé loin de la ville aimée, soit beaucoup plus proche de la version empreinte de tristesse assez déchirante de Lil Monty que de celle enregistrée en 1998 par Lili Boniche qui était beaucoup plus dansante. Autrement dit, elle met en avant justement la douleur de la mémoire de l'exil. Et donc par ce thème de l'exil comme traumatisme, mais aussi par la langue et le style musical, ce répertoire, en est-elle convaincue, peut toucher au-delà de la communauté juive originaire d'Algérie. Et elle a cette conviction, et c'est intéressant parce qu'elle s'inscrit en cela dans la continuité des musiciens eux-mêmes qui ont toujours souligné, en particulier au moment de la renaissance de ce style musical dans les années 1990, leur communauté orientale avec les musiciens algériens et l'universalité de la musique. Ce sont des projets récents, donc encore limités, mais ils ont retenu mon attention parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils devraient se prolonger par des créations. Elle a par exemple l'intention de mettre en musique des poèmes sur l'Algérie. Et donc c'est une trace qui là aussi serait vivante puisqu'il y aurait une reviviscence de ce style musical. Surtout, elle l'explique lorsque je l'ai rencontrée pour essayer d'en savoir un peu plus, elle explique par une imprégnation culturelle, par une sensibilité musicale liée au fait d'avoir entendu sa grand-mère écouter Jacques Raymond, sans y prêter autrement attention au demeurant, parce que sur le moment, cette musique lui paraissait extrêmement lointaine, et donc elle en a déduit que sa génération est la dernière à pouvoir encore être réceptive et empêcher l'oubli. Et en fait, elle fonde surtout son entreprise sur la volonté de passer par la musique, la trace sonore, pour faire connaître une histoire. Et c'est mon dernier point, la recherche mémorielle et historique, et c'est un peu un plaidoyer. Il me semble en effet essentiel pour les jeunes générations de ne pas isoler la trace mémorielle et de la faire dialoguer avec l'histoire. Bon, vous allez me dire, c'est pas très étonnant, je suis historienne. Mais comme je l'ai rappelé, la mémoire est faite de liens maintenus avec le passé, ce que Saint-Augustin appelle le présent du passé. Elle a donc l'autorité du vécu, et en ce sens, elle ne peut pas être partagée avec ceux qui n'ont pas connu, fût-ce enfants, la vie en Algérie, l'arrachement du départ, la réadaptation en métropole. En revanche, il est possible à ces derniers de réinsérer dans l'histoire, en l'interrogeant, le patrimoine mémoriel de leurs parents et grands-parents pour le faire vivre et l'approprier. Et donc la connaissance historique, autrement dit la représentation du passé fondée sur une exigence de rigueur méthodologique, leur offre une ressource pour mieux comprendre le parcours et les récits de leur famille. Et cette démarche leur est facilitée par le fait que de leur côté, les historiens, les sociologues, les anthropologues s'intéressent eux-mêmes à la mémoire et en font un matériau historique.
Et dans les travaux de recherche actuels sur la période française en Algérie ou sur les exilés de 62, les descendants ont une place. Ce n'est pas qu'ils la revendiquent, mais un remerciement discret, le fait souvent comprendre, à la fin d'un mémoire de master, par exemple. Et j'en suis vraiment souvent frappée dans les jurys auxquels je participe. Et c'est particulièrement patent dans le cas des harkis. On peut d'abord rappeler, même si ce n'est pas directement notre sujet, que ce sont les jeunes qui ont œuvré à rendre visible le groupe social harki. Du moins, ils y ont largement contribué. De la révolte de 75 à celle de 91, ils ont sorti du silence un groupe dans ce groupe qui avait été confiné dans ce silence par le double rejet de la société d'origine et de la société d'accueil, par la relégation dans les camps de transit fermés, dans les hameaux de forestage et dans les cités périurbaines. La prise de conscience publique, qui s'est traduite par plusieurs lois à partir de 1994, et la reconnaissance officielle de son histoire ont donc résulté pour une part de l'action de la deuxième génération, action revendicative, et qui a revendiqué haut et fort cette identité harki, plus que d'ailleurs de Français musulmans. Paru en 1993, le livre de Mohand Hamoumou, Et ils sont devenus harkis, a lancé plus ou moins, paru chez Fayard, donc paru chez un grand éditeur, a lancé la vague de nombreux travaux scientifiques qui sont soutenus et publiés sur ce sujet des harkis, la façon dont ils le sont devenus et le traitement qui leur a été réservé après 1962. En parallèle, s'est développée une littérature mémorielle, essentiellement portée par des filles de harkis ayant grandi dans un camp ou dans un hameau. Je pense à Fatima Besnassi-Lankou, à Dalila Kershouch, à Malika Meda. Autobiographie familiale, romans, collations de témoignages de harkis eux-mêmes, mais aussi des femmes de harkis et des enfants de harkis. Enfin, les camps de transit et les cités d'accueil, les hameaux, sont valorisés comme des lieux de mémoire et on veille parfois à en préserver les fondations, les baraquements, comme traces du passé. Des projets plus ambitieux sont aussi lancés avec la participation d'anciens harkis comme la Maison d'Histoire et de la Mémoire d'Ongles ou le Mémorial de Rivesaltes. Je conclus donc. La récente rencontre d'Emmanuel Macron avec 18 petits-enfants de la guerre d'Algérie, selon la formule, montre qu'ils demeurent porteurs de cette mémoire lointaine ou qu'ils sont supposés l'être. Pour ce qui est des descendants des rapatriés et des harkis, ils me paraissent être en quête de leurs origines, mais d'une manière différente de la génération qui a vécu 1962, sans regret, sans passion, avec distance, mais avec une réelle curiosité. As-tu écrit tes souvenirs? Quels sont les romans à lire sur le sujet? Quelle étude historique me conseilles-tu? Ces questions, posées à leurs grands-parents, renvoient à autant de traces susceptibles de maintenir vivant en eux le sentiment de relever d'une histoire commune. Je vous remercie.